Antoine Roger Lokongo, professeur d'université et politique congolais. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'intervenir sur votre plateau ici. Et je salue chaleureusement tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, professeur. C'est toujours un plaisir aussi pour moi de vous recevoir à chaque fois ici à Télé 50. Je disais, vous êtes politique, vous êtes kabyliste. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir l'UDPS critiquer la Constitution, la remettre en cause, demander sa révision également aujourd'hui? Oui, voilà, les contradictions sont sincèrement sur la place publique. Parce que lorsque le président Félix Tshisekedi était opposant lui-même, et lorsque le PPRD envisageait de revoir la Constitution, même si le président Joseph Kabila ne s'est jamais prononcé sur la révision de la Constitution. Bien sûr, ses supporters en ont parlé, mais lui-même ne s'est jamais prononcé. Mais le président Tshisekedi, actuellement président, lorsqu'il était opposant, s'est prononcé. Il a dit, pour le moment, à cette époque-là, la RDC n'a pas besoin de la révision de la Constitution. Nous devons d'abord résoudre les problèmes de la faim, les problèmes des salaires des fonctionnaires, la salubrité publique. Il a tous les maux dont le pays, selon lui, faisait face. Mais aujourd'hui, il est rattrapé par l'histoire. Parce que, est-ce que c'est un moment opportun de parler de la révision de la Constitution pour le moment, au moment où notre pays reste encore occupé? Et lui-même, je crois que le président Félix Tshisekedi a raté une occasion. Le contexte n'a pas évolué donc. Quand Félix Tshisekedi disait cela, il y a cela une décennie. 10 ans après, forcément, il y a quelque chose qui a évolué. Le contexte est devenu pire. Quand, à l'époque de Kabila, nous parlions de la révision de la Constitution, le pays n'était pas occupé. Nous avons 4 territoires aujourd'hui occupés par les forces externes. La situation s'est empirée. Et puis, deuxièmement, bon, toute révision de la Constitution, je ne suis pas juriste, imprévue par la Constitution elle-même. Mais le président Félix Tshisekedi a raté une occasion. Parce qu'il pourrait avoir envisagé la révision de la Constitution au début de son mandat pour se donner les pivots de sa politique, de sa vision politique. Mais il a commencé par violer la même Constitution sur laquelle il a prêté serment. Alors, sous d'autres cieux, vous avez dit, la justice chaque constitution prévoit les mécanismes de sa propre révision. Oui. Je ne vais pas faire une erreur de texte ce soir comme la première ministre. Notre constitution prévoit bien évidemment les mécanismes de sa révision. Oui. Alors, où est-ce que Tshisekedi a péché là-dedans? Non, d'abord, le président Tshisekedi a lui-même violé la constitution. Parce qu'au milieu d'un mandat, il s'est accaparé de la majorité par des voies que je pourrais qualifier de corruption. La majorité a changé de camp, ce qui est contraire à la Constitution. Parce que la majorité s'acquiert à travers les élections, pas au milieu du mandat. C'était la violation de la Constitution. C'est contraire à quelle disposition de la Constitution, monsieur le professeur? Moi, je ne connais pas exactement quel article de la Constitution, mais tous les Congolais qui me suivent savent bien que la majorité ne peut pas changer de camp au milieu d'un mandat. Et ça, c'était ça la violation de la Constitution. Et deuxièmement, même si on parle de la révision ou du changement, maintenant, moi je crois que le régime en place n'a pas qualité. Parce que le régime en place n'a pas gagné les élections. Les élections ont été truquées. Donc, ce régime ne jouit pas de la légitimité du peuple. Le régime n'a pas gagné sa deuxième élection, vous voulez dire? S'il avait initié ce processus ou ce projet de révision, de changement de la Constitution lors de son premier mandat, vous n'auriez pas dit ça, n'est-ce pas? Bon, lors de son premier mandat, si le président Félix Tshisekedi aurait initié ça, il aurait pu donner des raisons au peuple. Et ça pourrait avoir donné à nous autres l'opportunité d'analyser les raisons qui pourraient donner au peuple. La même chose s'applique maintenant.
Mais même pour les premiers mandats, vous m'avez invité ici plusieurs fois, comment la coalition a dégénéré, tout ça. Je vous ai expliqué ça pour la première fois. Le FCC aurait été prêt à accepter que bien sûr, les Congolais se souviennent. Le FCC aurait été prêt à accepter que Tshisekedi change la Constitution. Les Congolais se souviennent bien que même pour le premier mandat du président Félix Tshisekedi, le pouvoir lui a été confié. Si vous posez la question à l'Église catholique, il vous dirait que ce n'est pas Tshisekedi qui a gagné les élections. Et tout ça. Les Congolais le savent comment, monsieur le professeur, s'il vous plaît? Parce que l'Église catholique s'est prononcée. L'Église catholique qui avait des observateurs partout. Mais je vous ai déjà expliqué sur ces plateaux que sous pression des puissances occidentales, qui ne voulaient jamais que Kabila brigue un troisième mandat, ils lui ont dit, il faut céder le pouvoir ou bien vous risquez de subir le sort de votre père. Je suis cri et je suis ouvert quant à ça. Est-ce qu'on ne lui a pas dit de respecter la Constitution ou on lui a dit de céder le pouvoir? Peu importe la manière. Respect de la Constitution, bien sûr, c'est la Constitution émane de la volonté du peuple. Oui. Et dans tout pays du monde, on ne peut pas remplacer l'équipe qui gagne. Lorsque Kabila reconstruisait le pays et le peuple voyait qu'on avançait un peu, si le peuple se décide pour un troisième mandat, ça n'aurait pas été un problème. Mais pour le moment, on change la Constitution. Pour quelle raison? La situation économique est devenue pire. Le pays n'avance pas. Le pays est occupé. Vous avez des détournements chaque jour. Nous apprenons ça à travers vous, les journalistes. Mais moi, je crois que le président Félix Tshisekedi, le pouvoir a été confié à Félix Tshisekedi et son deuxième mandat, il a truqué pour être président de la République. Oui, mais je vous ai expliqué ça. Selon l'Église catholique d'ailleurs, c'est Fayoulou qui a gagné les élections. Alors, Kabila avait la majorité. Kabila voulait prendre langue avec Fayoulou. Et la dame là qui était la chef de la MONUSCO à cette époque-là, Leïra Zarougi, elle connaît beaucoup de choses. Elle faisait des navettes entre Fayoulou et Kabila. Et Fayoulou a dit, je ne vais pas dialoguer avec Kabila. Oui. C'est moi qui ai gagné les élections. La place de Kabila, c'est à la CPI. C'était ça la position de Fayoulou. Alors, Kabila dit, bon, s'il a gagné les élections, et moi, j'ai la majorité, on peut former une coalition. C'est que Fayoulou n'a pas voulu. Alors, Kabila s'est tourné vers Félix Tshisekedi, qui était le plus et ouvert. Ça a marché, qui était le plus ouvert, Et Félix Tshisekedi, d'ailleurs, s'est retiré de l'accord de Genève. Et nous avons vu que c'était un acte courageux, et on peut travailler avec lui. Mais je vous ai déjà expliqué plusieurs fois ici. Une fois de retour aux États-Unis, les choses ont changé. Crue que maintenant, monsieur voilà, je suis cru, oui. Je suis très ouvert. Si c'est la vérité, on en a besoin actuellement. Voilà. J'étais en train de dire un extrait des mémoires d'un des proches de Félix Tshisekedi. Oui. Il a été au MNC. Son nom ne vient pas malheureusement. D'après le peu de textes qu'il a pu publier sur X, il n'y mentionne nulle part le fait que Kabila aurait approché Félix Tshisekedi pour lui donner le pouvoir. Lui, il a été dans les arcanes même de discussion où il a vu comment Tshisekedi a accédé au pouvoir. Je me base sur un article rédigé, publié par Colette Breckman. Elle est encore en vie. Vous pouvez la contacter. Vous êtes journaliste. Elle n'est pas toujours bien réputée aussi, Colette Breckman. Mais quand un journaliste publie un article sur les enjeux aussi grands que ça, mais nous devons prendre cet article au sérieux. Ce qui se passe pour le moment, c'est quoi? Le président Félix Tshisekedi veut faire mieux. Il veut faire mieux en voulant revoir ou changer la Constitution. Ça, c'est un aveu d'échec. Parce qu'il a déjà presque 2 mandats. Pourquoi vouloir faire mieux maintenant? Ça, c'est dire au peuple congolais que j'ai échoué
je vais changer la constitution pour faire mieux. Qui peut croire à ça? Dans la même logique, professeur. Voilà. Est-ce qu'on peut établir un lien entre le fait qu'on lui aurait confié le pouvoir lors de son premier mandat et son intention de changer la constitution maintenant? Est-ce qu'on peut lier ces deux choses-là? Si oui, dans quelle mesure? Oui, j'ai déjà parlé du manque de légitimité. Et sur base de ça, s'il veut changer la constitution, c'est peut-être pour se donner une autre légitimité, parce que le peuple comprend bien. Nous avons parlé des machines à voter à la maison, tout ça. Hein? Le peuple ne croit pas à sa légitimité. Il est sur le fauteuil présidentiel, mais il n'a pas de légitimité. Alors, comme il savait que le pouvoir lui a été donné au premier mandat, il voulait se légitimer par les élections, mais des élections frauduleuses. Elles ont été peut-être teintées de beaucoup d'irrégularités, mais l'Église catholique a reconnu quand même son élection. Non, pas du tout. L'Église catholique à qui vous donnez crédit. Hein? Non, pas du tout, parce que nous avons voté pour le président de la République, pour les députés et pour les conseils communaux le même jour. Donc, si un segment des élections est fraudulé, les deux autres sont également fraudulés. Personne, il ne peut pas s'échapper. Et l'histoire dira un jour, l'histoire, la justice dans ce pays va trancher. Oui, parce que maintenant, le peuple est là, nous sommes entre les marteaux et l'enclume. L'agression à l'Est. Et puis ici, à Kinshasa, rien ne va. Après, vous m'avez invité ici, même avec la décision qui vient d'être prise, que la population qualifie d'opération Kabola Nzela. C'est-à-dire il faut sens unique à certaines aires. Rien ne marche. Les embouteillages deviennent encore pires. Donc, ça me mène à croire que toutes les décisions qui sont prises par ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne sont pas raisonnables, parce que ça ne produit pas les résultats escomptés. Et c'est la même chose s'applique à leur mode de gouvernance. C'est l'échec total. On a toujours eu des embouteillages à Kinshasa. Si il y a 10 années, il y avait des embouteillages, 10 années après, avec l'exode rural, avec la population des populations qui naissent chaque jour, les véhicules qui arrivent, c'est normal qu'on s'asphyxie comme ça. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est l'opération Kabola Nzela. Non, la solution, c'est construire des nouvelles routes. Et les routes que Kabila a construites, c'est de l'arbre déjà. Nous ne voyons pas les nouvelles routes être construites. Ça, c'est la solution à Kinshasa. C'est ça la solution. Ce n'est pas Kabola Nzela. Ça, ce n'est pas la solution. Ça vous énerve aussi. Mais vers Nzela Maï, où vous habitez, quand même, il y a la fluidité, non? Non, non. Il y a toujours des embouteillages. Il y a, en dépit de cette mesure qui vient d'être prise, il y a toujours des embouteillages. Ça n'a rien résolu. C'est moi qui vous l'ai dit. Moi, j'habite à la cité. Oui, voilà. Je ne suis pas de là, bien évidemment. Voilà. Donc, la révision de la Constitution ne devait pas faire l'objet des débats actuellement, d'après vous, donc? Quand vous êtes attaqué, quand le pays est occupé, la priorité serait où? C'est bouter dehors l'ennemi, non? Et puis la Constitution, tout ça, on en parle après. Il faut d'abord libérer les pays de l'occupation. Franchement, pour le moment, l'occasion ne se présente pas pour parler de la révision. Ça, c'est distraire les peuples. Et les Congolais qui sont dans les camps de réfugiés, ils suivent les débats à Kinshasa. Et ils se disent quoi? Mais on nous a oubliés. Ils parlent déjà d'une certaine complicité du régime avec le Rwanda et l'Ouganda. Nous avons vu le chef de l'État récemment en Ouganda, n'est-ce pas? Il a échangé avec Museveni. Et le chef de l'État était très diplomatique. J'espère que tout ce dont nous avons parlé sera concrétisé, tout ça. Ouais. Mais Museveni, à son tour, a révélé tout ce qui se sont dit. Notamment son projet de construire des routes dans les territoires occupés. Bunagana, tout ça. Alors qu'à Kinshasa, voilà, nous souffrons des embouteillages. Museveni se prononce déjà. Il veut construire les routes dans les territoires occupés. Il veut poursuivre l'exploitation du pétrole dans les lacs Albert. Tout ça. Mais ça sent déjà la balkanisation. Et en même temps, cette coopération avec l'armée ougandaise continue.
ça continue. Et je me suis toujours posé la question. L'Ouganda vient nous aider contre les ADF. Mais et les ADF et les M23 sont reconnus comme des groupes terroristes. Pourquoi l'Ouganda vient nous aider seulement contre un groupe de terroristes et pas l'autre? Du moment que vous savez bien que les deux groupes terroristes opèrent dans la même région, surtout dans le parc de Virunga. Moi, je ne comprends pas les décisions qui se prennent. Tout dépend de comment vous avez discuté. Lorsque nous sommes allés à l'EAC, on avait toute une armée régionale qui devait venir combattre les M23, mais ça n'a pas... Mais l'EAC, on en parle aujourd'hui. Avec l'ADF, avec l'armée ougandaise, l'UPDF, ça a commencé il y a bien avant que les M23 ne retournent. Mais l'EAC, vous mentionnez l'EAC. Nous étions là, nous avons déjà mis en garde ou en quelque sorte... donner des conseils au gouvernement. N'allez pas, ne nous amenez pas précipitamment à adhérer à l'EAC. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. L'histoire nous a donné raison. Non, mais lorsque l'armée de Museveni et les forces armées d'ici coalisent pour combattre les terroristes des ADF, mais est-ce que les M23 s'étaient réfugiés où? En Ouganda, non? Au Rwanda, non? Qui ne sait pas que même si la décision a été prise après la relance de la guerre par les M23, mais les gens du M23 sont dans l'IPDF pour soi-disant combattre les ADF. Et après, c'était comme ça en Ouganda. Kagame, avec ses hommes, sont venus de l'Ouganda, non? Ils sont venus de l'Ouganda pour occuper le Rwanda. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont aidé Museveni à prendre le pouvoir en Ouganda. En contrepartie, ils ont dit à Museveni, c'est notre tour, aidez-nous à prendre le pouvoir au Rwanda. Mais la cible principale, c'était le Congo. Et c'est-à-dire maintenant plus de 30 ans. Alors, les M23 qui s'étaient réfugiés, excusez-moi. Date de 1980. Oui, oui. Les M23 qui s'étaient réfugiés en Ouganda étaient impliqués dans cette coalition des FARDC et des UPDF pour soi-disant combattre les ADF. Et quel ADF? Le chef des ADF, Mukulu, a été arrêté en Tanzanie, non? Il devait être extradé vers la RDC où il a commis des crimes. Mais non, il a été extradé vers l'Ouganda et maintenant on ne parle plus de lui, il se la coule douce là-bas. Mais finalement, le peuple congolais souffre. Nous ne comprenons pas si c'est tout ce qui se passe à l'Est, c'est une grande COP. Donc tous les protagonistes... tire profit. Notre sujet, avant de passer à un autre, monsieur le professeur, vous avez dit, Félix Tshisekedi devrait normalement initier le changement de la Constitution ou la révision durant son premier mandat. C'est ce qu'il devait faire pour se donner... à demi-mots, en tout cas, à cette idée-là. Mais s'il fallait le faire, ça aurait été pour changer quoi? Non, mais... Ou réviser quoi? Mais quand je vous dis ça, j'use de l'ironie. Juste de l'ironie. Parce qu'il ne pouvait même pas le faire. Il a prêté serment sur la même constitution. Et c'est comme quelqu'un qui est assis sur une branche d'arbre et qui veut scier la même branche d'arbre. Il va tomber. Qui veut couper la même branche d'arbre. C'était ça, c'est ça. Vous prêtez serment, vous devenez président, économiquement, financièrement, vous avez une meilleure position par rapport à votre passé. Non, vous ne pouvez pas cracher sur la même constitution. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si son retour de l'Ouganda ou c'est Museveni et Kagame qui lui souffle à l'oreille, hein, parce que Kagame a fait plus de 3 mandats, Museveni aussi. Les droits, ceux qui crient aux droits de l'homme, les États-Unis, l'Union européenne, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Oui, voilà. Et Félix Tshisekedi veut tenter l'expérience ici. Mais l'histoire nous donne raison. Il ne va pas réussir
ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que lui-même s'est opposé à l'idée du changement de la Constitution à l'époque de Kabila. Alors pourquoi on doit lui donner les bénéfices du doute pour en faire? Mais jusqu'ici, il réussit tout ce qu'il tente, Félix Tshisekedi. Il a réussi l'impensable. Il s'est séparé de Joseph Kabila, qui, d'après vous, lui aurait confié le pouvoir, son maître. Aujourd'hui, vous appelez ça réussite. On ne sait pas où il se trouve. Vous appelez ça réussite. À se faire une majorité durant tout un mandat. Vous appelez ça réussite. Il a réussi à avoir des juges dans la Cour constitutionnelle. Il a réussi à organiser les élections les plus coûteuses au monde, mais quand même des élections. Il s'est fait élire au-delà des voix que personne, peut-être Mobutu, mais plus de voix que Kabila n'a obtenu durant toutes à coup de billets verts. Oui. Tout ce qui s'accaparer de la majorité à coup de billets verts, des enveloppes et des palissades. Et ceux qui ont traversé aujourd'hui n'ont pas trouvé leur compte. Hein. On ne sait pas si vraiment ils vont soutenir l'idée du changement de la Constitution. On en parle déjà à l'IDPS et à l'Union Sacrée. Il y a des ultimatums. Soit vous êtes avec moi, soit vous n'êtes pas avec moi. Vous voyez les Bahat et tout ce monde se prononcer publiquement pour le changement de la Constitution, peut-être pas encore. Ouais, peut-être qu'ils attendent que les valises sortent, non? Voilà. Il faut la mobilisation. Mais c'est juste ça. Il ne faut pas qualifier ça de réussite. Parce que la corruption, à long terme, ne paye pas. Ça ne paye pas. Mobutu a fait 30 ans. Il a gouverné sur base de la corruption, mais tous les systèmes étaient par terre jusqu'à ce qu'il est parti. Et moi, j'ai l'impression que les dirigeants congolais d'aujourd'hui n'apprennent jamais de l'histoire. Même si nous sommes en train de nous endetter jusqu'au cou. Le FMI, la Banque mondiale, priait Mobutu à prêter de l'argent. À s'endetter auprès du FMI. Vous avez dit que ce projet ne va pas réussir. Je vous ai demandé pourquoi et comment, pour terminer, avant que on réfléchisse rapidement sur le FMI et ces institutions de Bretton Woods. Ouais. Ça ne va pas réussir parce que c'est basé sur la corruption. Oui. Hein? Oui. Il faut corrompre pour passer. Oui. Et comme un président américain disait, vous pouvez tromper les peuples quelque temps, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Et c'est pourquoi moi je crois que si le peuple congolais observe aujourd'hui, parce que elle est sage, il est sage, le peuple congolais est sage, nous sommes occupés, agressés à l'Est. Ce n'est pas le moment de commencer encore d'autres troubles à l'Est. Sinon la balkanisation sera un fait accompli. Voilà. Hein? Alors pour le moment, laissez Félix Tshisekedi terminer son mandat et à la fin il rendra compte. Et lui seul, il n'y a que lui qui rendra compte de tout ce qui se passe aujourd'hui. Mes gestions, détournement, corruption. Voilà. Mais malheureusement, ça ne permettra pas d'évoquer toutes les questions qui nous restent, pour lesquelles vous êtes venu, bien évidemment. Alors, professeur, rapidement un mot sur le FMI. Nous avons un mariage là, en tout cas, qui est unique, hein, entre la RDC et le FMI. Après plusieurs revues économiques finies, aujourd'hui, c'est un accord de service signé à beaucoup de milliards de dollars. 2 milliards 2,3 milliards, vous dites que c'est un endettement. Expliquez-nous un peu. C'est un endettement. C'est pas une réussite d'après vous. J'ai partagé un plateau de télévision avec M. Yamba Yamba, qui est de l'Union Sacrée, des membres de l'IDPS. Il dit qu'il encourage le gouvernement à s'endetter encore davantage. Moi, je suis disciple de Mouzei Laurent Désiré Kabila. Nous croyons, comme Mouzei Kabila l'a fait, et Joseph Kabila aussi, ils ont laissé les pays s'endetter. Nous pouvons nous prendre en charge, mobiliser nos propres capitaux, parce que nous avons les atouts, nous avons les moyens, nous pouvons les faire. Et le président Tshisekedi lui-même vient de parler des réserves d'échange de 5 milliards déjà. Mais nous continuons à nous endetter. Après 5 ans seulement, la dette nationale a déjà atteint 10,8 milliards de dollars. Ajoutez les 2 milliards.
nous sommes déjà à 12 et quelques milliards de dollars en 6 ans de pouvoir seulement. Et même Mobutu, le dictateur, nous a allégué une dette de 14 milliards, mais après 32 ans. Mais Tshisekedi, lui, fait seulement presque 6 ans maintenant. Nous sommes déjà là, à 12,8 milliards de dollars. Et vous savez ce que Victor Hugo disait, Victor Hugo, dans l'abondance, dans la jouissance, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est en train de payer les prix. Il y a toujours quelque chose de prix pour quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est le peuple. Parce que c'est vous demain, avec votre souhait, qui allez rembourser cette dette-là. Mais pour le moment, on fait le jalelo, on applaudit, oh, le FMI nous aime, le FMI nous accorde d'autres prêts. Mais nous ne voyons pas ce que vous faites avec cet argent-là. Ici, maintenant. Et demain, vous allez regretter, vous vous réveillerez et dire, ah, comment nous sommes arrivés à 24 milliards de dollars de dettes. Merci, professeur. Rapidement, parlons de votre visite en Chine. Vous avez été invité par le gouvernement chinois pour prendre part à une grande rencontre africaine. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Pourquoi le modèle chinois continue toujours de vous subjuguer comme ça? Non, ce n'est pas une subjugation. Moi, nous étions invités par l'Académie de gouvernance de la province d'Anhui. 47 participants venus de 47 pays africains. On a les images là qui vont défiler tout à l'heure. Voilà. Oui. Les images sont là. Oui. Oui. Voilà. 47 participants venus de 47 pays africains. Nous étions là. Oui. Et la thématique du séminaire, c'était quoi? La modernisation de la Chine et le développement de l'Afrique. Ça dit beaucoup. C'est-à-dire, la Chine, c'est déjà une première puissance économique. J'ai palpé ça cette fois-ci, j'ai vu de mes propres yeux. Mais la Chine, en proposant à l'Afrique une coopération gagnant-gagnant, veut aider l'Afrique à intégrer la mondialisation comme un partenaire égal. Considérez le projet là, l'initiative, une ceinture, une route. Si la Chine nous aide à construire des infrastructures qui relient tous les pays africains, c'est que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et ça peut aussi correspondre au plan de l'Union africaine, le plan 2063 de l'Union africaine, c'est-à-dire construire des infrastructures qui relient tous les pays africains. Nous pouvons même mentionner votre projet de 145 territoires ici. Si la Chine s'implique, un jour, moi, je pourrais conduire ma voiture de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. On devrait construire les 145 territoires aux Chinois, par exemple. Les Chinois sont prêts à s'impliquer dans ces projets-là. Oui. Mais comme avec toutes choses ici à Kinshasa, je vous ai donné l'exemple des rocades de la fois passée. On a confié ça aux Chinois, mais certaines personnes dans l'entourage du chef sont allées aux États-Unis chercher les investisseurs pour les mêmes projets. Mais je ne comprends plus rien ce qui se passe. Et alors, nous étions à Anhui. Anhui, c'est une province. Et son économie est basée sur l'agriculture et l'industrie. À Anhui, vous avez une économie très avancée. Vous avez des compagnies qui concurrencent avec les compagnies américaines, européennes, au niveau international. Mais ce sont des compagnies provinciales. Anhui, c'est la plaque tournante des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Vous avez des véhicules électriques. Et ici à Kinshasa, vous voyez les véhicules tels que Chery et puis Jack. C'est fabriqué en Anhui. Vous avez dans un véhicule là, c'est quoi, c'est professeur là-bas sur l'image? Chery ou Jack. Oui, je vis à Kitambola. Vous là-bas dans l'image, dans la photo qui est là. Vous. Oui, je suis en train. Ça c'est une voiture intelligente. Okay. C'est-à-dire
les Chinois sont à un niveau où vous pouvez prendre un taxi sans chauffeur. Elon Musk Ça, aussi a c'est une présenté ça aux voiture États-Unis, oui. intelligente. Et l'intelligence artificielle a vraiment avancé. Et alors, une province comme Anhui peut devenir la plaque tournante de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Nous avons proposé par exemple le jumelage de la province d'Anhui avec la province de la Chopo par exemple, ou la province d'Ilualaba, parce que c'est à Anhui où aussi on fabrique les véhicules électriques, les batteries pour les véhicules électriques. Et ce jumelage-là peut aider à propulser l'économie congolaise. Avec les lois là-bas, hein, la capitale mondiale du cobalt par exemple, avec la Chopo, c'est ce que nous avons proposé. Mais nous ne sommes pas des décideurs. Nous ne sommes pas des décideurs. Je suis congolais, j'apprends tout ça vous et vous me donnez l'opportunité. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour votre nation depuis que vous êtes ici? Mais la première chose, je vous remercie pour cette invitation. Oui. C'est partager ce que j'ai vécu là, ce que j'ai vu là avec mes compatriotes à travers Télé 50. Deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des décideurs. Hein? Mais en tout cas, la coopération avec la Chine, si vous voyez les routes qui sont construites maintenant en Ouganda, et l'Ouganda a modernisé ses infrastructures grâce à sa coopération avec la Chine. Et c'est l'Ouganda qui nous propose à construire des routes chez nous. Pourtant, c'est une honte pour lui. Oui, c'est une honte. Hein? Je vous dis que la Chine vient avec une approche développementale dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant. Mais avec l'Occident, c'est l'approche militariste. Vous connaissez ce qui se passe à l'Est. C'est l'approche de l'assistance aussi. Oui, oui. Les débats. 30 secondes, professeur. Oui, les débats là, c'est la Chine qui vient augmenter la dette des pays africains. C'est faux. Les recherches démontrent clairement, les études démontrent que la Chine détient seulement 16% de la dette africaine, des pays africains au total. Mais maintenant, avec nous, nous sommes arrivés à 12 milliards maintenant. C'est-à-dire la dette vient plus des institutions de Bretton Woods. Mais voilà. Merci. Mais voilà. Merci, professeur. Merci. Vous avez un dernier mot en 20 secondes pour terminer alors. Pour terminer, moi je crois que nous devons privilégier la coopération avec la Chine. Et parce que c'est une coopération gagnant-gagnant. Merci. La Chine n'est pas ici pour recoloniser l'Afrique parce que la Chine n'a jamais colonisé un seul pays. Et par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec l'élection de Trump, nous ne sommes pas anti-occidentaux. Nous proposons aussi à Trump une coopération gagnant-gagnant. Et si nos dirigeants nous suivent, c'est ce qu'ils doivent faire. Proposer à Trump une coopération gagnant-gagnant et on va voir si la guerre va se terminer à l'Est. Vous qui êtes des pays de merde pour Donald Trump, en tout cas, lui c'est l'American First d'abord. Make America Great Again. Mais il est là. Le professeur Antoine Roger Le Congo qui est passé va prendre un autre enseignant, Olivier Sambaï, philosophe. Restez avec nous, madame, monsieur. Merci beaucoup. Merci.